Bienvenue à toutes et à tous. Donc, on est aujourd'hui ensemble pendant 1 heure et demie pour écouter les résultats de l'étude Habitat participatif et réhabilitation, donc, qui a été menée par Pierre-Charles Maré en novembre dernier et produit par Habitat participatif France. Donc, cette étude a été menée auprès de 55 groupes projets pour savoir, groupes projets donc d'habitat participatif en état d'études, de travaux ou déjà habités, pour savoir quelle était leur motivation, qui étaient ces groupes, où étaient situés ces habitats, le pourquoi du comment de l'habitat participatif en réhabilitation. Donc, avant de vous présenter les résultats de l'étude, peut-être vous dire qui on est, Habitat Participatif France, pour ceux qui nous ne connaissent pas. Donc, nous sommes un mouvement citoyen qui fédère les acteurs de l'habitat participatif aujourd'hui en France. Donc, les acteurs d'habitat participatif, ça va être les structures d'accompagnement, structures professionnelles de l'habitat participatif, structures citoyennes, groupes d'habitants de projets d'habitat participatif, habitants et citoyens. Et nous avons quatre grandes missions. Donc, la première, c'est sensibiliser et informer sur l'habitat participatif, fédérer et animer le mouvement de l'habitat participatif, porter un plaidoyer national sur le sujet de l'habitat participatif et favoriser l'émergence de projets, notamment via des programmes d'action. Donc aujourd'hui, pour le déroulé de ce webinaire, on va d'abord, pendant 20 minutes, écouter les conclusions, le bilan de l'étude Habitat participatif et réhabilitation. Et ensuite, nous aurons deux témoignages d'habitants et d'habitantes. Donc d'abord Isabelle Etier, qui est habitante d'Abigotière à Épignac en Ille-et-Vilaine, pardon. Et ensuite de Jérôme Goris, qui est habitant Openjat à Auch. Et tout du long de cette présentation, vous pourrez poser des questions dans le petit Q&R qui est en bas du webinaire, là, dans le bandeau d'en dessous. On va, pendant ce temps-là, recueillir vos questions. Donc, ce sera Ludovic, qui est aussi qui est le coordinateur général d'Habitat Participatif France, qui va recueillir vos questions et qui va les condenser et les posera à la fin du webinaire, donc à 19 h aux intervenants. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de cette introduction. Je voulais vous partager un petit sondage pour savoir qui était derrière l'écran, qui vous étiez et quelles étaient vos attentes en fait. Donc je vais, a priori, si j'y arrive, le lancer maintenant. Hop, et on vous remercie par avance d'y répondre, ça prend vraiment quelques secondes. Voilà, donc normalement il s'affiche. Si vous pouvez y répondre, c'est super. Oh mince, nous, on n'a pas le droit de répondre. Et non. Non, j'ai essayé aussi. Et là, on a 100 réponses sur 126. Euh, on attend encore un tout petit peu. On y est presque. Je pense que je vais arrêter là et je vais pouvoir te passer la parole, Pierre-Charles, pour la... Voilà, j'ai arrêté le sondage pour la présentation de l'étude. Tu ne nous donnes pas le résultat? Ah si, ça y est, on le voit. Ah, vous Je le vais voyez? Ok. regarder. Donc, on a 7% d'habitants ou d'habitantes d'un habitat participatif, 39% de futurs habitants, 20% de professionnels de l'habitat participatif ou de l'habitat, et 5% de membres d'une collectivité et 30% d'autres. Donc il faudra qu'on affine qui sont Ok. derrière ces autres. En tout cas, merci beaucoup. J'arrête le partage. Bah, Hop. Et les autres, c'est ceux qu'on va convaincre aujourd'hui. Donc, voilà. c'est parti. Voilà. Et je Ils te n'osent pas laisse faire, encore. Pierre Charles. Ils n'osent pas encore. Alors, je vais faire ta petite manip de partage d'écran. Bonjour à tous. Et donc, moi, c'est Pierre-Charles. Je suis accompagnateur de projet d'habitat participatif à Roguin. Je suis aussi habitant d'un habitat participatif à Fort-Calquier. Et je suis coprésident de Habitat Participatif France. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui les résultats de cette étude que nous avons menée l'année dernière auprès de nombreux projets. Je fais la petite manip, partage d'écran. Hop, tac. Mes collègues, si vous pouvez me faire un signe, c'est bon? OK, top. Alors, donc cette étude, je me suis donné 20 minutes, nickel, j'ai 20 diapos, ça va aller. Alors,
Cette étude, elle démarre en début d'année dernière autour d'un questionnement, d'une intuition, je dirais. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, à l'époque, moi, j'avais un peu une espèce d'idée préconçue, ou en tout cas, je sentais qu'il y avait cette idée préconçue dans notre mouvement, dans notre environnement, selon lequel, quand on disait projet d'habitat participatif, on associait très rapidement cela à l'idée d'une construction neuve. Peut-être aussi par abus de langage, parce qu'on dit entreprendre un projet, construire un groupe, des éléments de vocabulaire qui font référence à démarrer de zéro, entreprendre quelque chose de nouveau. Et donc, je ne sais pas si c'est par abus de langage qu'on avait un imaginaire sur le fait que c'était de la construction neuve. Et en tout cas, moi, ça me renvoyait beaucoup ça quand on rencontrait des institutionnels ou même des futurs habitants, etc., une espèce d'association d'idées. Et pourtant, on l'avait bien vu dans la base de données qu'on avait 53% des projets d'habitat participatif qui sont des projets de réhabilitation ou par rapport à la construction neuve. Alors pour ceux qui sont très précis sur les chiffres, on a inclus dans les projets de réhabilitation des projets qui incluent aussi de la construction neuve, un certain nombre de projets qu'on appelle mixtes dans la base de données, mais qui entreprennent des travaux de réhabilitation qui interviennent sur l'existant, donc qui interrogent la question de la réhabilitation. Et j'en dirai un petit peu plus sur ces projets mixtes au cours de l'étude. Et donc, euh, il y a eu un moment, il y a à peu près un an, je disais, où on s'est interrogé, mais en fait, ces projets, on a l'impression qu'on les connaît mal, qu'ils sont un peu présents dans notre plaidoyer, un petit peu comme s'ils étaient rendus invisibles, alors même que c'est la majorité des projets. Donc, pour aborder, pour essayer de remédier à cette problématique, on s'est dit qu'on allait tout simplement s'intéresser à ces projets pour mieux les connaître et mieux les prendre en compte, et puis étoffer notre discours autour autour de ces projets. Alors même que c'est une proportion en plus qui va en augmentant. Donc, cette étude, nous l'avons menée sur, d'une part, donc 435 projets de la base de données HPF Oasis que vous connaissez, donc une étude, on va dire, statistique, et on l'a complétée par une enquête qui a été menée auprès des projets. Donc, on les a contactés, on a proposé aux projets qu'ils souhaitaient de répondre à une enquête assez longue, et puis qui portait à la fois sur des éléments descriptifs, sur des éléments de motivation et sur des éléments de méthodologie du projet. Pour partager, on avait quand même une intuition derrière ça, une grille de lecture. On s'interrogeait sur la question sur en quelle mesure ces projets s'intègrent peut-être plus que les projets de construction neuve dans des politiques publiques dont on connaît tous l'émergence et le renforcement ces derniers temps autour euh, de l'appui à l'effort de réhabilitation des logements existants dans le cadre de la loi climat et résilience qui inclut une programmation des politiques publiques sur deux thématiques, celle de la diminution des gaz à effet de serre et celle de la limitation de l'artificialisation des sols. Alors, voulais vous en dire un petit peu plus sur ces deux objectifs, donc, qui, je le rappelle, sont issus de la loi climat et résilience, donc ce n'est pas propre du tout à HPF, mais c'est donc diminuer les gaz, nos émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la production de logements. Bah, ça implique d'éviter de démolir et a fortiori d'éviter de construire, d'utiliser des matériaux biosourcés, favoriser le réemploi, diminuer la consommation d'énergie, favoriser les énergies renouvelables et diminuer la consommation de biens en favorisant la mutualisation. Donc ça, ce sont autant d'effets de levier qui permettent de générer moins de gaz à effet de serre dans la manière de produire des logements. Et dans la mesure, pourquoi je présente ça avant de rentrer dans le détail de l'étude, parce que vous voyez bien que notre intuition, elle nous laissait à penser que les projets d'habitat participatif allaient pouvoir apporter des choses intéressantes sur ces objectifs. Et sur le deuxième grand objectif de la loi climat, qui vise à limiter la consommation des terres agricoles et naturelles, avec un objectif de zéro artificialisation nette pour 2050. Donc ces deux grands objectifs visent à atteindre une neutralité en 2050. Donc pour limiter la consommation des terres, ça veut dire éviter de construire sur des nouvelles terres et puis surtout intervenir dans les zones déjà urbanisées. Donc, en construisant le questionnaire, on avait vraiment en tête de se dire il faut qu'on aille attraper des informations sur ce sujet-là, mais on a eu le souci méthodologique de rester sur des questions très ouvertes, hein.
pour pas trop, enfin, pour essayer de tomber dans des biais méthodologiques, mais je vais vous présenter des éléments du coup quantitatifs qui viennent répondre à ces préoccupations. Alors, avant de rentrer dans le détail, je vous livre des éléments un petit peu transversaux qui vont répondre à ces préoccupations. Donc, le premier grand enseignement, c'est que 70% des projets qu'on a pu étudier sont des réhabilitations globales. Donc, réhabilitation globale, si vous avez lu les actualités sur ce qui se passe en ce moment autour de MaPrimeRénov', l'ANA, etc., vous voyez bien il y a un vrai enjeu sur la question de la réhabilitation, donc ambitieuse, avec une forte ambition écologique tant du point de vue de la performance énergétique, c'est-à-dire la quantité d'énergie, quelle qu'elle soit, qui va être consommée par les bâtiments, mais aussi par une démarche bas carbone qui s'intéresse aux matériaux biosourcés, à la sobriété, etc. Donc plutôt quelque chose de beaucoup plus important hein, que ce qu'on va observer dans l'effort de réhabilitation de manière générale. Et puis le deuxième grand chiffre, c'est que 2 tiers des porteurs de projets ont choisi de réhabiliter plutôt que de construire par un souci de ne pas artificialiser les sols et de diminuer leur empreinte carbone. C'est-à-dire que la motivation des porteurs de projets, elle est vraiment manifeste et consciente de ce point de vue de ces objectifs écologiques. Donc de ce point de vue-là, les projets d'habitat participatif en réhabilitation sont vraiment des pionniers de ces ambitions de la loi climat. Bon, c'est comme ça que je l'ai formulé, c'est-à-dire que c'est vraiment des projets exemplaires dont on a envie de dire, c'est vraiment des projets qui montrent, voilà, qui montrent un peu la voie à suivre et qu'on aura envie de soutenir. On aura envie qu'ils soient soutenus et pourtant, un autre enseignement important de cette étude, c'est que c'est vraiment des projets complètement euh, hors système des politiques publiques. 96% des projets sont initiés par un collectif citoyen en autopromotion. C'est-à-dire qu'on n'a que moins de 4% des projets qui sont initiés soit par des collectivités territoriales, soit par des structures professionnelles. Ce chiffre, il n'est pas du tout le même pour la construction neuve. On a 80% des projets qui sont en zone rurale détendue, c'est-à-dire pas là où les politiques publiques souhaiteraient concentrer l'effort de construction. On a des projets qui, de manière massive, se voient refuser les aides de droit commun. Et puis, on a 50% des projets qui font appel à de l'autoconstruction. Voilà, donc pour les grandes lignes, et maintenant, je vais rentrer dans des éléments un petit peu plus précis. Donc, je disais des projets un petit peu hors système, des projets initiés par des citoyens sans le soutien de politiques publiques. On a à peine 2% des projets en réhabilitation qui sont initiés par une collectivité, alors que euh, sur les projets qui sont réalisés en construction neuve, 21% des projets sont initiés. Vraiment, la démarche initiale, elle vient d'une politique publique qui a une politique en faveur du développement pas seulement qui va soutenir, mais qui va initier des démarches d'habitat participatif. Donc, évidemment, le premier élément qui nous vient à l'esprit, c'est qu'il faut absolument mobiliser les collectivités sur le sujet sur cet aspect, puisqu'on a un effet des politiques publiques qui est contradictoire avec les objectifs de la loi climat. Ces collectivités qui ont des politiques publiques en faveur de l'habitat participatif, ben, en fait, elles proposent du foncier qui est quasiment exclusivement du foncier vide pour la construction neuve. Donc, il y a un vrai enjeu d'aller proposer du foncier, enfin, des opportunités à réhabiliter, alors même que les collectifs d'habitants, donc qui sont ces porteurs de projets, se confrontent à des véritables difficultés pour acquérir des immeubles vacants. Alors pourquoi? Ben parce que les immeubles vacants en tissu urbain sont très souvent occupés, c'est-à-dire des immeubles, par exemple en copropriété avec des personnes qui habitent dans certains logements, etc. Ou quand ils sont vides, souvent sont des immeubles qui s'inscrivent dans le cadre de politiques publiques, les OPA, différents types d'opérations qui sont vraiment contrôlés par des acteurs publics et qui, s'ils n'ont pas de politique dirigée en ce sens, sont inaccessibles pour les groupes d'habitants. Et puis le deuxième élément qui est très lié, c'est la difficulté à associer des organismes HLM et donc à faire du logement abordable dans le cadre du logement social. Là où on a dans les projets neufs 38% des projets qui se font en partenariat avec un organisme HLM, ce chiffre tombe à 3% sur les projets en réhabilitation. Donc vous voyez bien la problématique à laquelle on est confronté. Et ce qui est intéressant, c'est que, du coup d'observer que l'autoconstruction
dont je vous disais, 50% des projets se saisissent de l'autoconstruction. En fait, c'est un outil utilisé par les collectifs pour faire du logement abordable, dans la mesure où ils n'ont pas de politique publique pour les soutenir, tel qu'on pourrait l'envisager dans le cadre du logement social. Donc voilà la première grande caractéristique des projets. Alors, je vais illustrer à ce titre deux projets qui, pour le coup, sont absolument pas révélateurs des chiffres que je viens de vous montrer, puisque c'est au contraire deux projets de l'étude qui ont été initiés par des collectivités, mais je voulais les montrer un petit peu dans l'idée plutôt d'un modèle, de type de choses qui pourraient être fait, un peu inspirante. Dans le cas de Strasbourg, hein, qui est pionnière dans les appels à projets habitat participatif, bah, il s'agit de, d'une copro dégradée comme vous pouvez le voir. Et sur l'image de droite, il s'agit d'un presbytère qui était propriété d'une commune et qui a été mis à disposition pour être transformé en logement. Ouais. Alors, la deuxième problématique que je voulais aborder, c'est la question de la motivation des porteurs de projets. Pourquoi réhabiliter plutôt que construire du neuf? Donc la question elle a été posée de cette manière complètement ouverte aux projets qui ont répondu à l'étude. Et les porteurs de projets ont répondu de manière assez massive, pour deux tiers d'entre eux, des raisons qui mentionnaient donc des éléments liés à l'écologie comme motivation principale. La première, le souhait de ne pas artificialiser ou de densifier, diminuer l'empreinte carbone ou l'énergie grise du bâtiment, diminuer une réflexion sur les déplacements et la localisation, et puis la contribution à l'effort collectif de réhabilitation. La deuxième raison qui est évoquée, c'est la question de l'accessibilité qui est liée à la méthode de travail ou au processus que va vivre le projet. De nombreux groupes considèrent que les opportunités sont plus nombreuses, en tout cas une opportunité s'est présentée à eux dans l'ancien, perçoivent que ces projets sont plus économiques à réaliser qu'en neuf. Également que c'est difficile de trouver des terrains à bâtir de grande dimension permettant de faire plusieurs logements. Et puis parfois, on a pu leur faire des propositions. Donc, ceux qui connaissent un peu le processus d'élaboration des projets d'habitat participatif ne seront pas surpris de voir qu'en effet, un collectif d'habitants qui va se diriger sur le marché privé, d'autant plus en zone rurale, on va revenir sur ça, va plus facilement se retrouver à trouver des grandes bâties, des anciennes fermes, etc., à réhabiliter. Ça pose du coup la question de quel type de bâtiment et de leur localisation. Donc, un autre apprentissage de cette enquête, c'est que en milieu rural, on a 81% de réhabilitation, hein, donc de manière très, très massive, des projets en réhabilitation, alors qu'en zone urbaine, on n'a que 22% de projets en réhabilitation. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment, enfin, qu'on puisse avoir de lien entre. Enfin, on s'est vraiment interrogé sur enfin, pourquoi ce lien entre ruralité et réhabilitation, parce qu'il y a évidemment en milieu urbain un tas d'immeubles réhabilités et je ne vois pas pourquoi les collectifs ne voudraient pas réhabiliter euh, en milieu urbain. Pour moi, clairement, c'est une question de marché immobilier et d'accès au marché immobilier sur le marché privé, puisqu'on a vu qu'on n'a pas de soutien de politique publique. Mon analyse, c'est vraiment que les collectifs qui souhaitent engager un projet de réhabilitation n'y arriveront pas en milieu urbain, ou rares ceux sont qui y arrivent. Et donc, on a automatiquement une surreprésentation dans les milieux ruraux, alors même qu'en milieu rural, on a de nombreux bâtiments anciens qui ne demandent qu'à être transformés. Alors, cette localisation dans la ruralité, elle nous a interrogés du point de vue des mobilités, du type de commune, etc. On est quand même sur des communes assez petites. 80% des projets sont des communes de moins de 10 000 habitants et la moitié de ça dans des communes de moins de 2 000 habitants. On a interrogé les projets sur le type de localisation. Est-ce qu'ils sont dans des zones périphériques, éloignées, isolées, etc. Et on a une grosse moitié, 57% des projets qui sont situés dans des lieux qui sont potentiellement durables d'un point de vue des déplacements, par exemple, qui sont vraiment accessibles aux différents services par des mobilités douces ou sont situés vraiment dans la petite centralité, et donc une partie quand même importante de lieux qui sont situés dans des hameaux plutôt isolés et qui ne sont pas forcément très durables du point de vue des déplacements, ce qui pourrait être vu comme un point faible d'un certain nombre de projets.
Donc ça, la répartition, je vous en ai déjà parlé, je me suis avancé, donc je vais sauter. Et je voulais évoquer la question du type de bâtiment, puisqu'évidemment, quand on dit réhabilitation, bah, moi, professionnellement, par exemple, j'aurais assez vite envie de parler d'immeubles vacants, dégradés dans le centre des grandes villes, et c'est absolument pas ce type de bâtiment qui sont représentatifs des projets d'habitat participatif en réhabilitation. On a 40% d'anciennes fermes, donc des bâtiments qui sont l'expression des mutations de l'agriculture au cours des dernières décennies. On sait que le nombre d'exploitations agricoles a diminué drastiquement. J'ai plus les chiffres en tête, mais donc c'est pas surprenant qu'il y ait énormément de corps de ferme qui sont voués à devenir d'autres choses et donc potentiellement des lieux de logement collectif. Et puis également un grand nombre, 36%, de maisons bourgeoises, châteaux et autres euh, bâtiments voilà, qui correspondent à des dimensions de, de construction souvent assez grandes et dans lesquelles on imagine en effet qu'il peut se passer des choses et qui peuvent accueillir des logements collectifs. Et puis enfin, de manière assez minoritaire, on a un ensemble de bâtiments qui étaient non dédiés au logement. Et donc là, on a une longue liste de crèches, de bâtiments de la SNCF, de bâtiments de la Poste, de choses très, très diverses et variées. Dans une majorité de cas, il s'agit de biens très dégradés, parfois même en ruine, et qui exigent des réhabilitations très lourdes. Et en fait, souvent, les collectifs vont prioriser des bâtiments qui sont très dégradés, puisque du coup, ils vont être peu valorisés sur le marché immobilier, et à l'inverse, propices à des transformations très importantes. Donc, quand on regarde, par exemple, la question des maisons bourgeoises ou des châteaux, on n'est clairement pas sur on peut être sur des bâtiments qui peuvent être très beaux et intéressants d'un point de vue patrimonial, mais qui vont pas être des trucs en excellent état, des demeures de luxe, etc. On est plutôt sur des bâtiments qui sont très dégradés et qui ont besoin d'être restructurés de manière importante et qui, du coup, sont propices à des rénovations globales et ambitieuses. Et finalement, il y a un certain nombre de projets hein, qui est minoritaire, mais qui s'installent plutôt dans des lieux où il y a déjà des logements existants qui peuvent être complétés par exemple, on a des fermes où il y a déjà deux ou trois logements ou des grandes maisons qui ont déjà été retransformées, qui sont réhabilitées, qui sont étendues, complétées par des locaux annexes, etc. Et qui sont souvent privilégiés par des collectifs qui voient l'opportunité de faire un projet assez rapide dans lequel on peut habiter rapidement sans faire forcément de gros travaux dans un premier temps. Alors, ces bâtiments, je le disais, ces projets, pardon, qui investissent souvent des bâtis qui sont considérés comme inadaptés, voire délaissés, de grandes surfaces, les fermes, etc. Des lieux qui peuvent être vus comme, comme atypiques et qui deviennent, du coup, qui sont transformés comme des potentiels par ces collectifs d'habitants. Alors, dans ces grands bâtiments, bien évidemment, on va avoir plus de logements. Ces anciennes fermes, ces maisons bourgeoises, souvent n'accueillaient en général un seul logement de grande dimension et d'importante surface annexe. Sur les projets observés, pour la catégorie des fermes et des maisons bourgeoises, j'en ai étudié 36. On passe de un logement du coup à 6 logements en moyenne, avec un éventail assez large qui va de 3 logements pour les projets les plus modestes jusqu'à 14 logements pour le plus grand de l'échantillon. Sur les bâtiments non résidentiels, je vous disais, on a des bureaux de la SNCF, des écoles, des maisons de retraite, petites friches, etc. Souvent des bâtiments plus grands qui créent, en l'occurrence, 6 à 18 logements avec une moyenne de 9 logements. Donc des projets déjà assez ambitieux. Donc évidemment, cette démarche, elle génère une densification qui est souvent complétée, je le disais en introduction, par des constructions neuves qui vont sortir de l'enveloppe initiale des bâtiments, soit par une surélévation, soit par des constructions complémentaires, soit par l'habitat léger, l'installation d'habitat léger. Et je le note parce que c'est quelque chose qui semble de plus en plus répandu comme une manière de voilà, trouver des complémentarités entre des bâtis anciens et puis des nouvelles formes d'habitat. Un élément intéressant euh, pour le développement rural en particulier, c'est la question de la mixité d'usage, puisque les espaces communs qui sont propres aux habitats participatifs viennent souvent dans les projets en réhabilitation
complétées par des activités de caractère économique, social, associatif, etc. On a de nombreux projets donc, qui proposent dans ces espaces communs des bureaux, des gîtes, des locaux associatifs, des espaces culturels, des écoles, épiceries et autres activités agricoles très variées. Quelques mots. J'en suis à 6 sur 7. Sur quelques chiffres sur la performance de ces réhabilitations, d'un point de vue énergétique, donc on a des projets, alors on a assez peu de projets qui disposent d'études conclues par des DPE, donc c'est pas facile à objectiver. En tout cas, on n'en a que 7 qui ont pu nous donner ces données. Et en l'occurrence, on avait 2 projets en A, 3 en B, 1 en C. Donc, c'est assez performant. Et puis, sur une évaluation un peu qualitative, on était sur des majorités de projets qui étaient qualifiés comme excellentes ou quasiment passives. On a, en ce qui concerne les énergies renouvelables, une part assez importante, plus de la moitié, qui mettent en œuvre des panneaux photovoltaïques ou solaires, une part importante de chauffage bois, 90% des projets qui incluent une ambition importante sur l'utilisation de matériaux biosourcés. Donc on voit là encore qu'on est sur des projets plutôt ambitieux et vertueux. Et sans surprise, un quart des projets qui nous disent que la dimension économique des coûts a été une limitation importante qui les a amenés à renoncer à certaines ambitions sur ces aspects. Donc, de manière un peu plus transversale, donc, on reste sur l'idée que bien que je vous le disais, on intervient sur des bâtiments atypiques, dégradés, avec des moyens privés limités et l'absence de soutien public. Donc, on va dire une situation d'intervention qui est compliquée et pas très favorable. On observe que les projets, dans leur immense majorité, sont des réhabilitations globales, réalisées avec une très forte ambition de performance énergétique et une démarche carbone, elle aussi ambitieuse. Euh, en fait, pourquoi, quand on connaît l'habitat participatif, on sait très bien, non seulement par le niveau de prise de conscience que peuvent développer les collectifs qui s'organisent dans ces démarches, et puis aussi surtout parce qu'on a des autopromoteurs, des personnes qui entreprennent des projets pour elles-mêmes et qui sont donc impliquées dans la qualité des logements qu'ils produisent dans ce sens. Voilà. Dernier point de l'étude, il porte sur la manière dont sont réalisés les travaux. 90% des projets ont recours à l'autoconstruction, alors à des niveaux très différents. La plupart des habitants, et c'est là où on arrive sur ce chiffre de 90%, réalisent eux-mêmes les finitions. Donc voilà, c'est ce qui est le plus accessible. Alors que la majorité des projets donc va faire intervenir des entreprises, etc. On a un quart des projets, donc l'opposé, qui va réaliser eux-mêmes la totalité des travaux. 25% font 100% de construction. Donc on va avoir dans ces projets certains qui vont être des collectifs très très ambitieux, qui font eux-mêmes des travaux très importants. C'est loin d'être majoritaire. Et puis on a aussi plein de projets dans lesquels les travaux sont beaucoup plus modestes et sont limités au second œuvre. Par contre, comme on l'a vu, il n'y a pas que des baraques en train de s'écrouler, il y a aussi des bâtis qui sont presque habitables en l'état. Les travaux de grosses œuvres sont quasiment tout le temps réalisés par des entreprises et plus les montants de travaux sont importants, plus la proportion d'entreprises est importante dans les projets, donc c'est plutôt rassurant. Et on a beaucoup d'autoconstruction dans les démolitions. Enfin, c'est mentionné comme une vraie piste d'économie par les porteurs de projets. Et puis, grosso modo, on a en fait une majorité, un peu plus de 50% des projets qui ont une maîtrise d'ouvrage assez conventionnelle, avec des architectes en mission complète et puis une autoconstruction, comme je disais, qui est assez limitée, plutôt sur les finitions, le second œuvre. Et puis 25% de projets vraiment beaucoup plus informels, plus engagés sur l'autoconstruction et qui sont réalisés en général, dans ces cas, sans architecte. Alors, ce côté un peu alternatif, bon, on va le retrouver dans la difficulté à financer les projets. Alors ça fait combien le total? On a un peu plus, à peine plus de la moitié des projets qui parviennent à accéder à des prêts bancaires collectifs ou individuels. J'ai trouvé ça assez préoccupant.
et bien, un recours assez important à des financements alternatifs qui peuvent être des crowdfunding, mais surtout des prêts privés. Et puis enfin, la grande difficulté sur la question des financements des projets, c'est l'accès aux aides de l'ANA et en particulier du dispositif MaPrimeRénov', puisque les projets qui ont pu en bénéficier sont très rares. Les projets indiquent recevoir des fins de non-recevoir assez catégoriques, le plus souvent motivés sur leur statut juridique, ce qui nous paraît souvent assez incohérent, puisque un certain nombre de projets qui présentent les mêmes statuts se sont vus, comment dire, bénéficier des aides, et notamment 3 SCI, une SCIA, alors que d'autres SCI et d'autres SCIA se sont vus refuser leur dossier. Voilà, donc la principale revendication d'HPF en termes de plaidoyer sur ces aspects, c'est l'accès aux aides de droit commun, et en particulier celle de l'ANA. En conclusion, donc, je vais m'arrêter là. Donc, comme vous voyez, des projets ambitieux d'un point de vue de la rénovation locale, globale, des matériaux locaux, des projets qui densifient, des projets qui tentent de produire avec peu de moyens du logement abordable et alternatif et qui produisent des dynamiques, de l'activité sur les territoires. Donc, des projets engagés principalement situés en zone rurale et qui essaient de tirer profit de l'absence de soutien par une créativité et des innovations. Donc évidemment, nous, on conclut Habitat Participatif France en indiquant qu'il nous semble vraiment essentiel de soutenir ces projets qui contribuent aux objectifs de la loi climat et résilience, pas, pas que des projets qui interviennent pour leur intérêt privé, qui contribuent à la dynamique des territoires. Et en ça, donc, l'accès aux aides de droit commun semble essentiel, mais aussi un effort des acteurs publics sur l'accès au foncier urbain qui permettrait à nos yeux d'engager ce type de démarche, pas uniquement sur les territoires ruraux. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je m'excuse d'avoir été un petit peu trop long. C'est parfait, merci beaucoup Pierre-Charles. Du coup, on va laisser la parole à Isabelle. Isabelle Etier, donc, qui est habitante de la Bigotière, donc qui est une ancienne ferme réhabilitée en éco-hameau avec une forte densification et une pluralité des usages. Isabelle, qui va nous présenter aussi son projet avec un diaporama. Voilà. Et peut-être remettre le micro, j'imagine. Ouais, super. Voilà, si je mets le micro, c'est mieux. Bah, bonjour. Alors oui, en fait, nous, on fait partie des 40% d'anciennes fermes, voilà. Et donc, je vais vous emmener à la Bigotière. Voilà, je vais vous raconter une histoire, en fait. Je vais vous raconter l'histoire de la réhabilitation d'une ferme en déclin, en un terre-lieu bouillonnant et bien ancré dans son territoire. Alors, j'espère que ça va marcher. Hop. Alors, du coup, dans un lointain passé, je crois en 1300 et des brouettes, sur la planète Terre, et en terre de Gaulle, est née une métairie qui allait devenir la Bigotière. Au fil du temps, la Bigotière grandit, se développe, jusqu'à devenir, avec ses 80 hectares, une des plus grandes fermes de la région. Et la photo des personnes que vous voyez là, en fait, elle a été prise à la Bigotière en 1910. Et puis, au fil des héritages, des partages et aussi de disputes familiales et de rachats pas vraiment florissants, la ferme perd ses atours et ses alentours et n'abrite plus en 2012 que quelques vaches et cochons pour finalement n'abriter qu'un unique habitant humain sur un peu plus de 4 hectares de terre qu'il n'exploite plus. Et c'est là que nous arrivons. Nous sommes 12 copains de longue date en quête d'un habitat participatif et surtout d'activités autour. Ça fait un peu plus de 2 ans qu'on s'est lancé dans cette aventure et nous avons démarré notre chemin faisant, fait des voyages d'études pour visiter des lieux inspirants, visiter d'autres habitats participatifs tous ensemble. Voilà, on a rencontré Pierre-Yves Jean et Parasol. Donc Parasol, c'est le réseau d'habitat participatif en Ille-et-Vilaine.
Et on a rêvé notre futur lieu, rencontré quelques maires de la région pour nous arrêter finalement à la Bigotière que nous avons achetée en septembre 2016. Voilà, c'est nous. Nous arrivons dans la ferme. Une seule maison est habitable et nous la réservons pour un lieu d'accueil social que nous voulons créer. Le reste, c'est des seaux à cochons, une étable et une très vieille longère qui fut une habitation, puis des écuries et enfin un immense débarras et qui est plus ou moins en bon état et mérite de l'énergie, de la projection, des copains, des professionnels et bien sûr aussi un architecte. Et c'est parti pour 2 ans de rénovation. Donc là, j'ai fait défiler quelques photos. Il fallait se projeter quand même, hein. Voilà, ça c'est nos habitations en fait qui défilent. Voilà, aujourd'hui, on peut dire que ça ressemble à peu près à ça. Et bien sûr, sans oublier les extérieurs, voilà, qui demandent aussi pas mal de travail, en tout cas qui en ont demandé. Et là, on va faire une petite pause et un retour en arrière dans le temps, parce que pendant les travaux, ben, la vie a continué. On va revenir en 2016. Gilbert, qui est un des cofondateurs, a quitté la fonction publique et vient de passer son CAP boulanger. Il installe son four à pain au feu de bois sous un appentis en attendant que les seaux à cochon ressemblent à un fournil. Et il lance sa boulangerie Escalpin début 2017. Il fait du pain bio, au levain et au blé ancien 2 fois par semaine et trouve une place sur le marché de Dole le samedi matin. Nous adaptons la maison qui était habitable pour un lieu de vie et d'accueil social avec l'aide des compagnons bâtisseurs et nous obtenons l'agrément de l'aide sociale à l'enfance. On confie la gestion de ce lieu de vie, qui finalement est un habitat partagé dans un habitat partagé, à une association qui naît de ce projet. 3 habitantes y travaillent et une 4e salariée est recrutée. 3 petits pas ouvrent en septembre 2017 et 3 mamans viennent y vivre avec leurs enfants. Et pendant les travaux, la vie continue vraiment. Pas besoin d'avoir des habitations rénovées pour organiser des fêtes et inviter nos voisins. Dès 2016, nous repérons les maisons alentours et les propriétaires des terres. Et après enquête, parfois un peu compliquée pour identifier les personnes, nous leur portons des invitations chez chacun d'eux. Ils répondent présents et autour d'un apéritif, chacun se présente et nous leur présentons notre projet. Ils ne se connaissent pas tous, mais tous connaissent la Bigotière. Robert est né juste là près de la cheminée. C'était quand même une chouette rencontre. Ils sont curieux, se demandent si nous sommes des hippies ou une secte et si nous vivons tous ensemble, si nous sommes échangistes. C'est un moment important pour notre acceptation dans le territoire. Nous apprenons qu'il faudra du temps et de la délicatesse pour apprivoiser le monde qui nous entoure. Nous sommes d'ailleurs encore aujourd'hui des parigots pour certains villageois. Et pendant la vie des projets, les travaux continuent et ils ont bien avancé. Entre 2018 et 2019, tout le monde emménage dans son logement. Et pour les travaux des parties communes, des hangars et des extérieurs, nous organisons des chantiers participatifs avec le réseau Twiza. C'est des moments vraiment forts, des belles rencontres, des amitiés qui durent et qui donnent même naissance à d'autres habitats participatifs. Voyons maintenant comment nous sommes partis à la rencontre de notre territoire au-delà de nos voisins. Dès 2017, Gilbert le boulanger tisse des liens sur le marché d'abord, où il parle, échange et invite à passer nous voir et acheter du pain directement au fournil. Comme il le dit très bien, ils viennent acheter leur pain et en même temps, ils achètent le droit de jeter un œil sur la bigotière. Et ils reviennent. Autour du pain, nous créons aussi les fameuses soirées tartines. On achète des ingrédients, le fournil fournit le pain. On laisse faire le bouche à oreille, les gens viennent, nos familles, nos amis, les voisins, les habitants du territoire, des curieux aussi. Chacun garnit sa tartine et la repasse au four. On met quelques sous dans la boîte de participation libre, on s'assied dehors autour des grandes tables, on discute, on sort des instruments, on chante jusque tard dans la nuit. Les voisins sont là, on ne dérange personne. Au village voisin, à Épignac, Henri s'inscrit à la chorale, Myriam au cours de dessin, Bruno est au conseil d'administration du comité des fêtes
et on participe à l'association Au fil du temps qui nous promène tous les 14 juillet. On s'investit aussi dans des associations doloises, Compostou, qui fait du compostage, Des idées plein la terre, l'Azut, un tiers-lieu de Dole, la Passerelle, etc. De ces rencontres naît la bigosphère. La bigosphère, c'est non féminin, c'est l'ensemble des personnes qui gravitent autour de la bigotière. La rencontre du territoire prend une nouvelle dimension avec la naissance du ruisseau coopérative. En 2020, c'est le tour de Jean-Luc de quitter la fonction publique pour créer et co-créer d'ailleurs avec Nathalie, qui a été rencontrée grâce à Gilbert et son pain, une SIC sur le lieu. La SIC Le Ruisseau qui est résolument tournée vers le territoire. Son intention, œuvrer et coopérer pour un monde plus juste et plus en symbiose avec le vivant. Le ruisseau démarre avec son volet alimentaire et lance les paniers du ruisseau pour permettre aux producteurs du coin de vendre leurs produits alors que les marchés sont fermés pour cause de confinement. Les paniers du ruisseau comptent aujourd'hui une centaine de consommateurs réguliers, 40 producteurs et 9 lieux de dépôt. Tout s'organise à la Bigotière le vendredi et transforme la Bigotière en fourmilière. Pour son volet de biodiversité, le ruisseau a lancé des partenariats avec les collectivités voisines pour construire ensemble un atlas de la biodiversité qui a donné lieu à un super beau livret distribué dans toutes les boîtes aux lettres. Ils font aussi des diagnostics biodiversité dans les fermes et les lieux municipaux. Le ruisseau a lancé aussi une démarche de développement du label Haie avec une autre SIC ENR. Voilà, c'est pour créer une filière bois sur le territoire. Puis, sur les chemins de l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, il a formé 2 consortiums avec des tiers-lieux et des associations de l'économie sociale et solidaire voisine. La fabrique de territoire, d'abord, qui était un appel à projet. Nous avons appris, du coup, à connaître les associations voisines, à partager nos idées et nos projets. On a inventé et réalisé des actions pour le territoire et fabriqué du commun et du réseau coopératif. La fabrique, c'est 10 associations et 7 entreprises et ça ne s'arrêtera pas en 2024. Ensuite, la manufacture des jeunes pousses. C'est un consortium d'acteurs engagés sur leur territoire en réponse à un appel à manifestation d'intérêt pour créer des liens et des opportunités localement et pour développer des filières locales innovantes et soutenir un système alimentaire écologique et responsable sur le territoire. La convivialité a une place centrale pour rencontrer le territoire. On organise des fêtes entre nous, avec les voisins et les gens qui habitent autour, et aussi des fêtes ouvertes au public. La fête de la Bigotière à chaque printemps, l'inauguration bien sûr en 2019, le festival des jours d'après avec une association du territoire, la fête de l'eau, la fête de l'arbre, le marché de Noël. Je vais vous montrer quelques affiches. Et en 2013, c'est plus de 1500 personnes qui sont venues à la Bigotière. En un peu plus de 5 ans, la Bigotière a pris sa place sur le territoire et aujourd'hui, nous sommes toujours là, les 12 habitants de la première heure, mais aussi Julien, Hortense, Clémence et Anna qui habitent dans le gîte que nous leur louons. Julien est salarié du ruisseau et Anna est née à la Bigotière à domicile le 20 février dernier. Donc ça, c'était vraiment un événement. On a aussi les 3 mamans et leurs enfants qui habitent 3 petits pas. Pour les habitants non humains, nous avons 9 moutons, 2 chèvres et 11 poules. Et nous comptons sur le lieu 8 entreprises ou associations. Donc le ruisseau dont on a parlé, qui emploie 5 salariés et 2 stagiaires. 3 petits pas avec ces 5 salariés pour 3 équivalents temps plein. Territoire, qui est une association qui a été créée suite à notre plantation de 400 théiers sur le lieu et qui anime le réseau des petits producteurs de thé de Bretagne. Il y en a quelques-uns. Comme un charme, une association qui a semé une grande pépinière d'arbres à la Bigotière pour faire des jardins-forêts. Ils sont 3 à venir régulièrement prendre soin de la pépinière.
Des idées plein la terre qui organise des animations sur le lieu autour d'un jardin pédagogique. Souffleuse de rêve, une compagnie de spectacle pour tout petits créée par deux habitantes, Anne et Anne-Marie, qui sont intermittentes du spectacle. Et Christine, une habitante, qui a lancé en 2022 une entreprise d'accompagnement autour de la voix et du bébé signe. Et bien sûr, Nolwenn, qui a repris le fournil après Gilbert et qui est aujourd'hui à la retraite. Nous sommes donc passés de 1 habitant en 2016 à 22 habitants humains, 7 activités professionnelles ou associations, 19 personnes qui travaillent à la Bigotière, dont 5 habitants. Et ça n'est pas fini. L'aventure continue. Voilà, merci. Merci beaucoup Isabelle pour ce super témoignage, Mm. c'est hyper riche. Du coup, on va enchaîner. Jérôme, on va te laisser prendre la suite et présenter ton projet. On a un tout petit peu de retard, donc si ça te va de tenir dans les 15 minutes jusqu'à 19h05 et quelques, pour qu'ensuite on puisse tenir un temps de questions-réponses de 20 minutes. Voilà, on te laisse la parole. Alors, pareil, ton micro est coupé. Voilà. Voilà, Bonjour. super. Voilà. Je vais vous raconter l'histoire de la transformation de la ferme du Penjat à Auch, où j'habite depuis 2 ans et demi. Est-ce que vous voyez bien le début du diaporama? Alors, oui, juste pour compléter, c'est un peu en petit. Si jamais tu peux le mettre en plein écran, ce serait mieux. Mais Ouais. sinon, on le voit. Donc voilà. Est-ce que c'est mieux? Voilà, super. C'est parfait. Vo- Merci. Voilà. Donc vous voyez cette ferme donc en 2018 et puis à droite un petit peu comment elle s'est transformée. C'est une ferme du 19e siècle, hein, construite en pierre et en terre, comme d'habitude dans le Gers, avec une belle façade, une maison qu'on appelle une gasconne. Et puis derrière, des agrandissements au fur et à mesure, notamment pour l'activité agricole. Le mur du fond n'est qu'un mur de tôle. Donc on avait toutes les configurations de construction. Cette maison a été habitée par une seule famille tout au long du XXe siècle et une famille avec un seul enfant. Donc il n'y a jamais eu que 3 ou 4 habitants euh, dans ce bâtiment et elle était vacante depuis quelques années. On a eu la chance de pouvoir l'acheter sans difficulté, notamment parce qu'il y avait beaucoup de travaux et que ça faisait peur. Ça faisait peur de faire face à des montants de travaux impressionnants. Et nous l'avons transformé en fait en un immeuble d'habitation avec 6 appartements et beaucoup de communs. C'est situé à 4 km du centre-ville de Auch, une ferme isolée au bout d'une allée, mais dans la petite préfecture du Gers. Nous, c'est un groupe de 6 foyers, 11 personnes, des gens qui se connaissaient pas ou peu et qui étaient motivés par le fait d'avoir un habitat partagé, de mettre beaucoup de choses en commun dans la vie quotidienne, et puis intéressés par ce lieu-là, vraiment ici et maintenant, et avec un prix modéré, adapté à toutes les bourses, hein. Nous sommes un groupe intergénérationnel avec des primo-accédants, donc et des gens qui ne pouvaient pas dépasser un certain budget. Euh, on avait pour objectif de construire pour 2 350 € du mètre carré. On en reparlera tout à l'heure. Et, et voilà. C'est aussi un groupe de gens qui travaillent, pas très bricoleurs. Et donc, cette réhabilitation, elle s'est faite avec un architecte en mission complète et 90% des travaux sur le bâti par des entreprises. Vous voyez quelques photos de l'état actuel. Devant, c'était un logement. Il était occupé quelques années avant. Derrière, vous voyez que c'est quand même très agricole. Euh, le projet de réhabilitation avait une ambition bioclimatique, avait une ambition écologique et une ambition d'innovation. Alors, ce qui nous a permis du coup d'obtenir une subvention de la région Occitanie via l'appel à projet NOWAT, hein, au titre d'une réhabilitation innovante.
On a suivi une démarche de qualité qui s'appelle Bâtiment durable Occitanie. Et le diaporama que vous voyez est issu de cette démarche BDO. Et nous avons été lauréats de l'appel à projet national, le OFF du DD, le OFF du développement durable en 2021. Un des principes de la réhabilitation, ça a été de traiter chaque façade de manière différente, en fonction de l'orientation, en fonction des matériaux existants, en fonction des objectifs. Vous voyez par exemple au nord, ben, c'est la façade la plus froide, donc on a fait un grand bardage avec une isolation thermique par l'extérieur. Et au sud, des grandes baies vitrées, des terrasses et beaucoup de percements. À droite de l'écran, la façade est, ça, c'est la façade classique, la belle maison Gasconne. On n'a quasiment rien changé, on a fait plutôt une remise en couleur. Des photos du chantier, donc une réhabilitation globale, complète, innovante et un gros chantier donc, qui a duré 18 mois, avec un mélange de vieux et de neuf. Devant, c'était quasiment de la réhabilitation. Si vous voyez la photo en bas à gauche, à l'arrière, on n'était pas loin du neuf. Ça. Mais en cours de route, eh ben, on a pu ouvrir une fenêtre supplémentaire. Et ben, on s'est pas gêné, on a ouvert une fenêtre supplémentaire. Euh, euh, voilà. On a aussi beaucoup récupéré de matériaux. Euh, hop, excusez-moi. Voilà. Ça va aller un peu vite. Oui. Voilà. Je reprends mes diapos. Là, je suis un peu perdu dans les diapos. Voilà, donc beaucoup de récupération de matériaux, du bois, de la pierre, et ce qui était possible aussi avec un chantier en habitation avec une certaine proximité avec les artisans. L'architecte avait choisi des entreprises qui toutes avaient l'habitude de travailler dans l'ancien, spécialisées en rénovation. Et nous étions très présents sur le chantier. D'abord parce qu'une des habitantes habitait déjà dans une roulotte, parce qu'on disposait d'un habitat léger, là, une cabane en bois. Ça, et cette proximité, et je veux dire, est facilitée, à mon sens, par la réhabilitation. Un des autres éléments innovants, c'est d'avoir aménagé des WC secs, sans eau, sans cellule, dans tous les appartements, dans tous les locaux, à tous les étages. On a été aidé par un bureau d'études du Gers. Voilà. Et c'était un objectif là d'économie d'eau. Et ce qui nous a permis aussi, accessoirement, de diminuer l'investissement sur la question de l'assainissement. Ensuite, voilà, vous voyez les WC tels qu'ils s'ouvrent en bas à droite. J'attends la prochaine diapo. Ah, excusez-moi. Les matériaux, donc beaucoup de récupération, hein, des portes, des pierres. On s'est servi des gravats pour faire la fondation du parking. On a acheté des matériaux sur le Bon Coin. On a récupéré beaucoup de bois, qui a fait du bois d'œuvre, qui a fait du bois de combustion. On a utilisé uniquement des isolants et des matériaux biosourcés, des chaux chanvre, de la fibre de bois, des plafonds euh, en vodige de peuplier, des menuiseries en bois. Et on est très fiers d'avoir quasiment pas utilisé de produits chimiques, hein. C'est un chantier avec zéro bitume, zéro polyuréthane. Quelques photos des appartements terminés. L'intérêt de l'ancien, à l'étage, vous voyez des appartements qui sont très lumineux avec des grandes baies vitrées et des charpentes apparentes, des volumes en double hauteur sur tous les appartements de l'étage. Sur l'organisation du chantier, on avait en fait très peu de formalisme avec les artisans. Bon, un devis signé, mais pas beaucoup de papier, beaucoup de dialogue, beaucoup de confiance. On a commencé le chantier avec les entreprises par une réunion en disant, nous vous faisons confiance, vous êtes des gens expérimentés en rénovation, et on part sur un principe de confiance. On a exercé la maîtrise d'ouvrage, donc une maîtrise d'ouvrage unique sur tous les travaux. On était un groupe qui avait des compétences et des expériences très différentes, mais notamment en maîtrise d'ouvrage.
Et l'architecte avait donc retenu des entreprises locales qui se connaissaient entre elles, et aussi beaucoup d'implication des habitants, parce que si 90% des travaux étaient faits par entreprise, on en a fait aussi beaucoup, notamment sur les communs et sur les extérieurs. On avait un objectif de sortir à 2 300 € du mètre carré. On l'a quasiment tenu. On a sorti à 2 350 € du mètre carré. Alors, c'est des prix de 2020. Je ne sais pas si ça sera encore possible aujourd'hui avec toutes les augmentations qu'il y a eu sur les matériaux. Et c'est des logements qui étaient accessibles aussi à des emprunts d'accession à la propriété aidés par l'État, notamment des PTZ en ancien, ce qui a été très très précieux pour trois familles avec des budgets modestes. On a aussi de la technologie dans la réhabilitation. On a fait un test d'étanchéité à l'air. On a calculé la protection solaire des baies en façade sud avec une simulation informatique et avec des bons résultats. Et voilà, et en conclusion, c'est un immeuble qui bénéficie de toute cette maçonnerie et qui reste frais l'été. Et chez nous, c'est précieux. Les logements sont beaux, sont agréables, avec beaucoup de voies. Et puis surtout, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on y vit bien avec une vie sociale qui est très active. Et je dirais le partage et la mutualisation des moyens dans la vie quotidienne, en fait, d'une certaine manière, c'est ça qui est encore plus important que le chantier et que cette réalisation technique. Aujourd'hui, nous sommes 20 habitants sur cette maison. Nous avons eu des naissances cette année, un groupe intergénérationnel. Et voilà, je m'arrête là, en espérant avoir respecté le timing. Bah, écoute, on est parfait sur le timing, c'est absolument parfait à la minute près. Merci beaucoup, Jérôme, pour ta présentation, ton témoignage qui est très complémentaire, donc c'est super. Et du coup, bah là, pour le coup, je vais laisser la parole à Ludovic, qui a collecté les questions et donc qui les a regroupées, qui va vous les transmettre. Et là, on va se donner 20-25 minutes de temps de questions-réponses, voilà, en fonction de ce qu'on a récolté. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Et donc oui, merci beaucoup. Pardon, petit souci de son. Ouais. C'est bon. Oui, donc merci beaucoup pour ces présentations. Effectivement, c'était très complémentaire les deux, en tout cas les endroits où vous avez accès effectivement vos témoignages. Donc c'est très chouette du coup d'avoir à la fois plutôt un sujet technique pour Jérôme, mais plutôt du coup la question de l'insertion dans le territoire, ce qui est vraiment deux pôles très importants finalement dans la question de ces projets d'habitat participatif et notamment sur les territoires ruraux. Alors, pas mal de questions. Je ne sais pas comment je vais vraiment réussir à vous les regrouper, mais je vais tenter. Peut-être première question pratique. Du coup, il y a plusieurs personnes qui demandent du coup si on pourra, voilà, à la fois si le webinaire est enregistré, oui, bien sûr, et si on pourra récupérer le PowerPoint avec l'idée de pouvoir le montrer à des communes ou à des collectivités avec lesquelles on est en lien. Donc, bien sûr, le webinaire, le PowerPoint vous seront transmis. Et puis, du coup, dans le cadre du programme qu'on va lancer sur ces questions, donc Claire vous parlera à la fin. On aura aussi, voilà, notamment la production d'une plaquette à destination des collectivités et la possibilité d'un appui conseil également. Donc, ce sera aussi une manière de pouvoir un peu solliciter les collectivités en leur disant qu'il y a aussi une possibilité voilà, de dégrossissage des questions qu'elles peuvent se poser. Alors, première série un peu de questions, notamment, il y en a plusieurs, mais Marie-Sylviane notamment dit, bah, voilà, eux, ils doivent être un groupe projet visiblement. Ils ont visité pas mal d'habitants, de bâtiments, avec l'idée du coup de s'y installer, de faire un projet d'habitat participatif, mais souvent, ça paraît pas idéal parce que bah, c'est des maisons qui ont été conçues pour des grandes familles. Du coup, les séparations, plusieurs appartements, ça paraît difficile, coûteux, c'est des hauts plafonds, pas génial pour l'isolation, des escaliers mal situés. Donc, ils sont plutôt en train de se dire visiblement que le neuf, ce serait quand même finalement plus simple. Et d'autant qu'évidemment, il y a beaucoup de questions qui viennent aussi un peu de manière corollaire, du coup, questionner la question du coût. Et est-ce que finalement, voilà, on arrive à faire moins cher, ou en tout cas pas plus cher que si on faisait du neuf. Donc, je sais pas, j'imagine que peut-être Pierre-Charles et Jérôme, vous avez des choses à éventuellement raconter là-dessus. Ben, il y a Ben, pas de, y a ré- pas de ré- y a pas de réponse générale et toute faite. En effet, c'est compliqué de réhabiliter, hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de logements dégradés, vacants, etc. Donc, oui, c'est compliqué de réhabiliter. Souvent, il y a un équilibre sur le prix, parce qu'en effet, les travaux sont chers, mais ça dépend à combien c'est vendu. Donc, c'est aussi un des ingrédients importants de la recherche d'un lieu. C'est un lieu
dont le prix rend possible la réalisation des travaux qui sont requis. Parfois, c'est pas le cas parce que voilà, l'équation économique ne fonctionne pas. Après, donc ça, il y a vraiment un élément de prospection et de recherche et de trouver la bonne configuration. Après, il y a l'élément des aides financières, hein, l'accessibilité à ces aides qui doivent venir rendre plus favorable euh, la, la- la possibilité de réhabiliter. Et ça, c'est vraiment le point qui fâche. Je te laisse compléter, Jérôme. Oui, moi j'ai beaucoup pratiqué la réhabilitation. On va dire que ça coûte à peu près aussi cher que le neuf ou pas très loin, rarement plus, mais que en fait on bénéficie d'autres choses par la réhabilitation. On a souvent des espaces plus généreux, on a souvent des annexes plus nombreuses, on achète aussi des terrains sur lesquels il y a déjà des arbres, il y a déjà de la vie depuis des décennies, voire des siècles. Je trouve que pour le même prix, ou en général pour un peu moins cher, on a quelque chose qui est, en tout cas, qui a plus d'âme et qui a souvent plus de confort et plus d'aménité. Sur la question de la complication, oui, c'est compliqué. Souvent, ça va un peu plus vite que le neuf. Et maintenant, on trouve partout en France des professionnels qui sont compétents en matière de rénovation, que ce soit des architectes, des bureaux d'études ou des entreprises. Alors, j'ai plusieurs questions aussi effectivement là-dessus sur comment, à quel moment, alors on sollicite des acteurs, des intervenants, quel type d'acteurs, voilà, à quel moment et comment on se fait accompagner en fait un peu pour ce type de projet. Je ne sais pas si vous pouvez en redonner les grandes étapes peut-être pour vos projets. Peut-être Jérôme déjà. Oui, moi ce que je peux dire, c'est que les études sur un projet en habitation, eh ben, en fait, sont aussi longues et aussi importantes que sur un projet en neuf. Oui, il faudra un permis de construire, il faut un diagnostic du bâti existant dès le démarrage, il faut être accompagné par des professionnels de la rénovation, il faut faire un programme, et il faut faire un plan de financement. Non, la rénovation complète d'un immeuble, c'est pas on s'y met ce week-end. Non, non, il faut faire des études et ça prend 12 ou 18 mois comme en neuf. Ok, merci. Isabelle, Et je- votre expérience, vous avez été Ouais, moi, je peux accompagnée? ouais, je peux répondre à ta question en même temps que celle des financements, puisqu'en fait, nous, le seul financement finalement qu'on a eu à la construction au départ, c'est celui de l'ADEME pour les études énergétiques. Donc, on a eu 21 000 euros de financement d'études. Donc, oui, moi, je rejoins Jérôme. Il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup de questionnements aussi, parce que quand on fait de la réhabilitation et pas du neuf, ben, il faut envisager euh, les flux, les endroits où on va se rencontrer, les endroits où le public va pouvoir venir, les endroits qui seront plus privés, etc. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup de discussions sur ces sujets-là. Disons qu'il faut adapter le lieu à nous et pas le contraire, quoi. Et peut-être Pierre-Charles sur un plan aussi de l'accompagnement en fait du projet d'habitat participatif. Je ne sais pas si c'est là-dessus que tu voulais rebondir aussi. Ouais, pour compléter sur l'accompagnement en équipe technique et en particulier pour des collectifs qui auraient du mal à passer ce premier cap qui est celui d'identifier le lieu, de l'acquérir, etc. Et c'est souvent là justement où l'équipe technique des projets, architectes, bureaux d'études, n'ont pas forcément les compétences qu'il faut pour accompagner les groupes. Donc là, le besoin serait plutôt d'aller se diriger vers un assistant à maîtrise d'ouvrage spécialisé en habitat participatif, tel qu'il y en a dans toutes les régions. Et la porte d'entrée, c'est le réseau des acteurs que vous pouvez trouver sur le site d'Habitat Participatif France. Voilà, et dont on vous redonnera dans un mail après à suivre évidemment toutes les coordonnées quoi. Alors il y a une petite question en passant pour Jérôme. Du coup il y a pardon, quelqu'un qui nous suit qui nous dit alors du coup j'imagine que dans votre configuration il y a forcément des appartements qui sont orientés nord-est ou que nord-ouest. Comment est-ce que ça s'est passé la question de l'attribution des appartements? Donc ça c'est vraiment une question habitat participatif plus que réhabilitation, mais j'imagine que c'est intéressant quand même de voir comment vous avez réglé ces questions-là. Alors, sur la répartition des immeubles dans l'immeuble, on a essayé de faire au mieux, mais ça, c'est comme dans n'importe quel projet. Sur l'affectation à chaque famille, ça, c'est une question intéressante. Et là, le fait d'avoir un architecte, un tiers intervenant, euh, qui nous a fait des propositions de répartition. Au moment des études, il y avait 5 familles sur 6 qui étaient présentes, donc il y a 5 logements qui ont été faits un peu sur mesure.
Et le fait d'avoir un tiers extérieur qui vient faire des propositions en disant, vous, je vous vois plutôt ici, avec tout ce que vous m'avez dit, vous, je vous vois plutôt là, eh ben, ça nous a beaucoup aidé, vraiment beaucoup aidé. Et il y avait du coup une question sur l'ordre de prix d'achat pour les futurs acquéreurs, du coup, peut-être les. Ben, nous, à Auch, le prix d'achat à l'arrivée, 2 350 € du mètre carré, euh, ça sur des prix 2020. Ouais, nous, beaucoup moins en fait, mais voilà, c'est pas la même configuration. Je pense qu'au final, on est à 1 500 € du mètre carré habitable, tout compris, mais même y compris les honoraires, etc. Voilà, entre 1 500 et 1 600, j'ai plus le chiffre exact, mais voilà, chaque configuration en fait euh, Yes. est unique. Yeah. Et alors, du coup, Isabelle, pardon, tu l'as dit, vous aviez une part d'autoconstruction. Sur Roche, une part d'autoconstruction, vraiment sur le bâti assez modéré, hein, moins de 10%. Un seul logement qui a fait de l'auto-rénovation sur le second œuvre intérieur. Les autres, c'était tout, tout par entreprise, bon, sauf les cuisines et les peintures. Euh, voilà, sur cette part-là. Et Oui, nous, que des entreprises sur le gros œuvre. Mm. Enfin, en tout cas, tout ce qui n'est pas commun sur le gros œuvre des habitats, parce que tout ce qui est commun, en fait, on l'a fait en chantier participatif. Et pour le second œuvre, je dirais un tiers par entreprise et 2 tiers par autoconstruction. Ouais, je vais faire un commentaire pour pas décourager les personnes qui voudraient s'engager dans ce type de démarche, qui pourraient penser, bah oui, mais ils ont de la chance, chez eux c'est pas cher, chez nous c'est pas comme ça. En fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Les collectifs en autopromotion, puisque en l'absence de soutien public, ils sont sur le marché privé, mais en fait, quand on est déterminé et qu'on a un budget restreint, en fait, les groupes, ils, ils font la carte des prix immobiliers, ils font l'inverse en fait de la spéculation immobilière. Ils vont là où c'est pas cher. Ils vont chercher les fermes abandonnées où il n'y a plus rien, où ça se casse la figure et où personne ne veut y aller parce qu'il y a énormément de travaux. Donc, ils vont compenser le manque d'attractivité économique qui permet d'avoir un lieu pas cher par de la créativité, par des idées, par de l'énergie, pour redonner de la vie là où il n'y en avait plus. Donc, je voulais dire que voilà, c'est peut-être c'est une fatalité, hein, ça présente des inconvénients, comme par exemple observé qu'il y avait, je sais plus, je crois, 43% des lieux qui étaient relativement isolés et du coup potentiellement pas très durables d'un point de vue de ce que ça génère en termes de déplacement, etc. Je dis que ça pouvait être un point faible, mais c'est une des conséquences de ces critères économiques dans lequel, avec de la détermination, eh bien, chaque groupe fait un peu ce qu'il peut et trouve des configurations qui lui permettent de réaliser son projet avec d'une part un foncier qui va être dans leur budget, et puis d'autre part, en fonction des groupes, des moyens et des caractéristiques du lieu, des compétences aussi du groupe, et ben, un niveau d'autoconstruction, d'engagement qui va être adapté. Oui, parce que j'avais une question effectivement comme ça aussi de la part d'Andrea qui dit est-ce qu'il y a une acceptation de la part des habitants d'un projet plus long quand il y a beaucoup d'autoconstruction mais qui peut être plus économique? Alors, évidemment, c'est, j'imagine, un peu variable selon les collectifs. Mais oui, enfin, d'une part, évidemment, enfin, chaque groupe est son propre maître d'ouvrage, le propre donneur d'ordre et habitant. Donc évidemment, on fait le projet qu'on a envie, hein, si on a aussi le droit d'avoir beaucoup d'argent et de vouloir faire un truc dans lequel on s'occupe de rien. Euh, et évidemment, pour des personnes qui ont peu de ressources et qui vont se dire que, ben oui, je vais pouvoir. Un des éléments souvent qui est déterminant dans l'habitation, c'est que potentiellement, on peut habiter sur place. Et donc, on résout cette question du logement avec le coût que ça représente pendant les travaux. Donc déjà, si on ne paie pas de loyer ou qu'on n'a pu vendre son logement, bah, on dispose de fonds qui sont mis. Et puis le fait d'être sur place, d'être plusieurs, etc., permet aussi de pouvoir mettre la main à la pâte plus facilement, éventuellement de réaliser les travaux de manière progressive quand on a des difficultés d'accès au financement bancaire de long terme. Donc tout ça, c'est des stratégies un peu palliatives, hein. Ce n'est pas des exemples qu'on donne, il faut faire comme ça. Donc moi, ce qu'il faut souligner, c'est que les collectifs déterminés mettent de la créativité et ils font des projets, quoi. Oui, moi, c'est pour parler d'un groupe que je connais bien. En fait, ils ont acheté vraiment en très mauvais état. Et du coup, ils ont mis 10 mois à créer leurs habitats légers sur le lieu.
Ils ont fait un sauna en chantier participatif et maintenant seulement ils attaquent les travaux, voilà, parce qu'ils savent qu'ils en ont pour 5 6 ans de travaux. Mais bah, c'est ce que tu disais, Pierre-Charles, en fait, après, chacun s'organise. Bon, ils sont jeunes, hein, ils ont le temps, mais voilà, ils font comme ça, en fait. Alors, il y avait aussi une question d'ailleurs qui posait, enfin, qui demandait quelle était le public du coup des projets d'habitat participatif. Alors, je pense que du coup, dans vos deux projets, ça montre un peu une diversité déjà. Et puis, effectivement, ça va être difficile de répondre plus précisément que ça à la question, si ce n'est qu'on a quand même très souvent des collectifs intergénérationnels qu'on trouve assez régulièrement. Et puis, voilà, on a aussi effectivement une proportion de seniors qui sont intéressés par l'habitat participatif d'une façon générale. Et peut-être que dans les projets en réhabilitation, en zone rurale, il faudrait qu'on fasse des études un peu précises là-dessus. On a peut-être un public qui est majoritairement plus jeune que du coup en ville. Mais voilà, ça, ce sera à vérifier. Je ne suis pas sûr qu'on ait de statistiques encore hyper précises là-dessus, même si ça viendra. Alors, il y a pas mal de questions autour des questions des aides de l'ANA que tu as déjà un peu évoquées, Pierre-Charles. Voilà, avec des questions de pourquoi, c'est quoi le refus des aides que tu as évoqué au départ, et puis peut-être qu'on peut dire un tout petit mot de voilà, là où on en est aujourd'hui du coup dans les échanges là-dessus. Donc je sais que Jérôme, tu suis aussi bien le sujet du coup au sein d'Habitat Participatif France. Est-ce que vous voulez en dire un mot? Je te laisse répondre, Jérôme. Ouais. Donc sur l'ANA, on a un groupe de plaidoyer spécifique sur la question de l'accès aux aides de l'ANA pour les projets d'habitat participatif, hein. Notre revendication au titre d'Habitat Participatif France, c'est que nous puissions avoir accès aux subventions ANA comme tout le monde, comme n'importe quel copropriétaire. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Il faut le reconnaître, c'est difficile. Les sociétés d'attribution, les SCI, les coopératives ont de grandes difficultés à obtenir ces aides. A priori, ils sont barrés. Il y a quelques exceptions qui arrivent à obtenir ces aides, mais assez peu. Voilà, donc aujourd'hui, de manière fiable et assurée, il n'y a que le statut de copropriété qui permet d'accéder facilement aux aides de l'ANA. Voilà, ça, on espère bien que ça va arriver à changer dans les années qui viennent. Voilà, et n'hésitez pas à nous solliciter là-dessus. On a, entre Pierre-Charles Marais et moi, un mode de réponse et de soutien sur les questions, je dirais, plus précises et plus conjoncturelles, quoi. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, ça fait partie des plaidoyers un peu qu'on tient sur la durée, parce qu'évidemment, à la fois Pierre-Charles, enfin, c'est un peu ce que tu indiquais, Pierre-Charles nous a montré que c'est des projets, effectivement, très souvent, qui sont des réhabilitations globales, donc qui offrent effectivement, du coup, des performances thermiques très optimales par rapport à beaucoup d'autres projets, et que, du coup, c'est un peu paradoxal qu'évidemment, on ne puisse pas avoir des aides de droit commun, donc il faut rappeler que, principalement, effectivement, les aides de droit commun sont prévues, du coup, effectivement, pour de la copropriété ou de la propriété individuelle, et que ce qui pose difficulté, c'est pas tellement le regard, on va dire, du coup, de l'ANA sur les projets, qui je pense est plutôt favorable, mais plutôt le fait que ce sont des statuts juridiques qui sont pas communs et classiques, et que effectivement, du coup, c'est un peu dommage. Donc, du coup, pour ce genre de raisons et pour d'autres, on finit aussi par avoir des projets d'habitat participatif qui se créent en copropriété, alors qu'effectivement, ils ont plutôt une vocation aussi, du coup, à être sur des statuts qui permettent, du coup, d'avoir meilleure, un meilleur contrôle, du coup, des questions de collectives, quand on est SCIA notamment, etc., ou en coopérative. Donc, on a effectivement, du coup, là-dessus, un chantier encore en devenir et qu'on suit d'assez près. Alors, il y a une autre question qui était posée, mais qui est peut-être un peu une question piège sur la question de l'investissement dans les OPH. Avec du coup Eric qui nous dit, voilà, moi je travaille beaucoup sur ces questions sur les secteurs OPH et je me demande du coup, est-ce qu'il y aurait des outils à mettre en place pour que les collectivités s'y intéressent, notamment dans les secteurs à forte vacance? Est-ce qu'on a des pistes Ben, là? je peux répondre. Donc, OPH pour tout le monde, c'est un sigle de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat. Globalement, c'est sur un secteur, il y a une priorité de distribution de subventions pour l'habitation pendant 3 ou 5 ans à la demande des collectivités locales. Si votre bien est situé dans ce périmètre-là, c'est un atout. En plus, vous avez l'appui d'une équipe technique que vous pouvez solliciter et qui est rémunérée pour aider les projets et pour que les projets sortent plus nombreux et plus ambitieux. Donc, c'est un atout réel d'être dans ce périmètre-là. Ça permet d'envisager d'obtenir de faire une demande dérogatoire.
Je veux bien ajouter un mot sur les politiques publiques de manière générale, puisque vous l'avez entendu, on fait un plaidoyer en ce sens. Pour moi, c'est vraiment pas normal qu'il y ait aucun levier facilitant sur ces questions d'accès au foncier, d'autant plus qu'il y en a, alors certes insuffisamment, mais il y en a sur de la construction neuve. Donc il y a vraiment une contradiction. Et moi, je pourrais avoir un diagnostic pour l'instant qui est juste de l'ordre de l'impensé. Et donc, face à ça, bah, il faut diffuser l'information, il faut dire d'abord aux collectivités qui sont de bonne volonté, qui ont des politiques en faveur de l'habitat participatif. Il n'y a pas que le neuf. Vous avez des problématiques autour de la réhabilitation. Toutes les villes ont des problématiques autour de la réhabilitation, donc il faut les inclure dedans et ça implique d'y associer. Donc à partir de cette volonté des élus, d'y associer les acteurs du monde du logement et qui interviennent sur la réhabilitation, comme on le fait avec les organismes HLM pour les constructions en neuf. Donc ça peut passer par les outils tels que les OPA, etc. ou d'autres. Ça peut tout simplement passer l'exemple que j'ai évoqué, c'est une commune qui avait un presbytère et qui se posait la question, qu'est-ce que je fais avec mon presbytère? Combien d'exemples il y a comme ça euh, sur la reconversion des écoles, de bâtiments administratifs? On a nommé les questions des bureaux, des trucs de la SNCF, etc. Il y en a des quantités. Donc, c'est avoir l'idée. Et puis, comme on fait des appels à projets qui permettent de vendre du foncier à bâtir à des collectifs d'habitants, ben, exactement le même outil peut être utilisé pour vendre des bâtiments. Et puis, et puis dans le milieu professionnel, eh bien aussi, je dirais un petit peu la même chose. Il faut en parler, faut donner l'idée pour que des acteurs du logement qui font des études sur la réhab des centres-villes, les bailleurs sociaux, etc., pensent à cet outil qui peut être particulièrement utile. Et on l'a vu avec deux regards différents, hein. Jérôme a présenté comme leur projet est performant du point de vue des objectifs communs qu'on a de réhabilitation énergétique. Isabelle a présenté le regard dynamique territorial. Je crois que n'importe quel maire rêverait de ce type de dynamique sur son territoire. Et alors certes, c'est pas magique, hein, c'est pas parce qu'on va vendre une ferme qu'il va se passer ça, mais en tout cas, savoir que c'est possible par rapport à un truc où il se passe rien, bah c'est évidemment à encourager. Qu'on Merci. peut dire, c'est que dans la recherche des aides de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, la porte d'entrée principale, ce sont les élus locaux. Hein. Si vous avez une demande qui est soutenue et portée par le maire, par l'intercommunalité, par le député ou le sénateur, vous pouvez rentrer dans la course. C'est comme ça que l'ANA fonctionne depuis 50 ans. Donc c'est d'abord un appui sur la collectivité locale. Merci beaucoup. Du coup, oui, il y avait Jean-Michel qui nous demandait si on avait rencontré des projets de transformation de tout ou partie d'un couvent. Alors, vous avez listé, enfin, tu as listé Pierre-Charles plein de possibilités de bâtis effectivement très différents. Donc là, voilà, notamment effectivement l'immobilier du coup religieux ressort régulièrement. Donc, notamment Michel qui était là au début nous disait bah oui, il y a un projet en cours dans le sud de la France à Toulouse avec un bâti qui appartient à une congrégation des Dominicaines. Il y a aussi voilà, le 23 à Nerfs dans les Hautes-Pyrénées, dont je crois que Stéphane nous écoute, qui doit aussi être concerné. Et du coup, il y avait également une question de Dominique sur la difficulté technique à transformer des bureaux. Alors, peut-être que ça pose la question, qu'elle veut poser la question de la destination, enfin du changement de destination. On peut dire un mot là-dessus. Donc, quand c'était pas des logements auparavant. Ouais. Franchement, moi, c'est une question comme ça, j'aurais envie de botter un petit peu en touche en disant que ça s'étudie avec des professionnels, c'est tout. Mais j'ai appris avec Isabelle qu'il y avait même un habitat participatif qui s'est fait dans une ancienne discothèque. Donc tout est Mm. possible. On a des cavernes militaires, des couvents, des trucs. Donc oui, chaque lieu présente des difficultés techniques sur lesquelles je pense qu'on ne peut pas apporter d'études de réponse générale. Il faut étudier le bâtiment. Et puis, donc évidemment, à l'aune de cette étude, il y aura des critères techniques. Le bâtiment n'est pas approprié, ça coûterait, enfin, c'est pas possible. Et puis il y a la question du coût. Tout est possible, mais à quel prix? Donc, c'est à l'aune de ça qu'on peut. Voilà. C'est vrai que pour le coup, peut-être qu'on peut dire que la question de l'acquisition immobilière, elle est attractive dans l'ancien parce qu'on voit le lieu, et puis peut-être c'est cher, mais quand on l'achète tout de suite, on l'a, peut-être on peut habiter tout de suite, s'y projeter, rêver très rapidement, être sur un lieu. Mais c'est vrai que ben, on part pas de zéro.
Donc cette question de l'imagination, de la transformation, du potentiel du lieu, de l'anticipation des coûts de travaux est assez difficile. Et donc, alors on a parfois des collectifs qui ont beaucoup de compétences en interne et qui s'en sortent, d'autres qui les ont pas mais qui prennent les risques et qui vont un peu comme des fous, peut-être parce que c'est une très bonne occasion et puis voient après. Et puis, bah, il faut juste se dire, enfin, moi, les groupes qui me disent, je ne sais pas estimer le coût des travaux, je leur dis, faites la visite avec un architecte, vous lui payez une journée de travail, et puis il vous dit combien ça coûte. C'est tout. Ouais. Et mais alors je me posais la question aussi, enfin j'imaginais notamment par exemple la NAN ne sait pas aujourd'hui du coup soutenir effectivement la réhabilitation de Mais logements oui, alors les éléments, qui n'étaient pas des logements précédemment. Est-ce mais qu'il y alors, a des d'autres? éléments réglementaires, il y en a plusieurs. Il y a en effet alors, la question du changement d'usage. Si ce n'est pas des logements, donc on ne pourra pas être éligible aux aides de l'ANA, mais on est en train de dire qu'à l'heure actuelle, c'est difficile d'être éligible, donc je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un critère de choix, au contraire peut-être. Mais il y a d'autres éléments administratifs qu'il faut regarder. Par exemple, les documents d'urbanisme peut-être n'autorisent pas la transformation d'un usage à un autre. Et là encore, il y a vraiment de nombreux critères. Et là, il faut solliciter des professionnels, tout simplement. Merci. Alors peut-être dernière question avant que je rende le micro, du coup, on me fait signe dans mon oreillette. Du coup, ça c'était nos amis belges qui nous disent les matériaux écologiques auraient un prix de 25% supérieur aux matériaux classiques. Est-ce que c'est vrai aussi en France, ça? Est-ce qu'on le constate encore? Difficile de parler du prix des matériaux dans une période où tous les prix ont changé là, depuis 2 ans et ils ont tous changé à la hausse. Euh, Euh, oui, oui, c'est sûrement un peu plus cher, les matériaux biosourcés. Mais les différences de prix peuvent aussi ne pas être rédhibitoires. Hein, je veux dire, quand vous achetez beaucoup de bois, ben, ça coûte quand même moins cher que des matériaux industriels et avec beaucoup d'électronique. Donc oui, c'est un peu plus cher. C'est pas forcément un obstacle. Merci beaucoup pour les réponses à ces questions. Et puis j'en profite pour dire qu'il y avait aussi beaucoup de félicitations pour vos projets sur le chat et sur les questions. Donc voilà, c'est vrai que c'est très inspirant, je pense, pour les gens qui nous écoutent. Je rends la parole du coup à Claire. Oui. Alors, on fait des petits ajustements de micro et de son. Bah alors, du coup, juste vous remercier déjà nos intervenants. Donc, merci beaucoup pour vos présentations et participations. Et remercier aussi tous les participants qui sont encore avec nous. Là, on a encore 125 personnes en fin de webinaire. Donc, merci beaucoup pour votre participation et votre attention enfin, participation aux questions et au débat. Peut-être juste vous signaler les prochaines étapes, c'est-à-dire que cette étude était, enfin, posait les bases d'un programme qu'on va lancer en avril, qui est soutenu par la NCT et qui est un programme dédié à la ruralité, à l'habitat participatif et à la transition écologique des territoires ruraux. Euh, donc ce programme sera lancé officiellement lors d'une journée à Clermont-Ferrand le 5 avril, une journée visite et débat, donc au sein duquel nous allons débattre de ces sujets et visiter des habitats participatifs. Qui sera suivi ensuite d'un appel à manifestation d'intérêt qui sera lancé mi-avril pour soutenir l'émergence de projets d'habitat participatif en réhabilitation et pour la transition écologique des territoires ruraux. Et enfin, la grande date dont vous avez peut-être entendu parler ou peut-être pas, mais ce sera l'occasion, c'est qu'en fait, en juillet, on organise nos grandes rencontres nationales de l'habitat participatif à Rennes, du 4 au 7 juillet. Donc, on va aborder plein de thématiques autour de l'habitat participatif et effectivement aussi celle-ci de la réhabilitation, de la performance énergétique et écologique des habitats et de la transition écologique des territoires. Donc, on vous donne rendez-vous, si on ne voit pas avant, aux rencontres nationales à Rennes.